Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, bonjour Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien. Ça serait assez malaisant si je te disais « Hey, je vais très mal, ma vie est... » Oh non, tu pourrais dire comme moi, j'ai un petit rhume, puis mon petit rhume est fini, puis finalement, ça s'est bien passé, j'ai pas pogné la COVID, donc je suis heureux d'avoir eu un petit rhume. Oui, je suis content que ce soit juste un rhume que tu as eu. Moi, ça va bien parce que nos auditeurs ne le savent pas, mais je suis... j'aime beaucoup faire du sport, entre autres... Je joue et je coach même dans ma ligue de softball, c'est-à-dire c'est une ligue pour adultes où est-ce qu'on joue à l'équivalent du baseball pour nos amis européens, mais qui est avec une plus grosse balle, donc on appelle ça la softball. Et demain soir, je vais jouer en finale, la grande finale. Donc, je suis très heureux de mon accomplissement, pas juste de moi, mais de mon équipe. On est rendu en finale, donc ça va, ce qui va terminer notre saison. Puis ça serait le fun que je le gagne parce que là, ça fait donc plusieurs années que j'ai pas gagné le championnat, donc on s'en va là. Donc tu vas sortir ta batte et tu vas taper sur la balle. Ouais. Je sais pas si on dit pas ta batte, on va sortir notre batte puis on va frapper. Le bâton. On va courir, on va attraper les balles et on va faire les jeux de base et c'est le fun. En tout cas, j'ai du plaisir puis non, j'ai pas de rhume, pas de COVID et je profite allègrement du fait que je peux faire encore du sport, que c'est encore permis. On n'est pas encore dans un cas de COVID trop dramatique. Mais là, tout peut changer. D'une semaine à l'autre, on va se croiser les doigts. Oui, c'est sûr que l'hiver s'en vient et avec le retour à l'intérieur, là, on voit que ça sera peut-être pas si simple comme c'est l'été cet été avec les activités à l'extérieur. Toi, Guy, il y a du nouveau, j'imagine, à part ton rhume? Ah, oui, à part mon rhume. En fait, je suis en train de travailler sur une version de ma formation là, sur Kubernetes, mais en vidéo de type self-paced. Donc, je suis en train de travailler là-dessus parce que j'ai de la demande là-dessus, puis c'est pas tout le monde aussi qui peut se payer la grosse formation live, là, tout ça. Donc, ça va être un prix beaucoup plus abordable là, pour les gens là, qui est un développeur ou un IT pro là, ou quelqu'un de DevOps là, qui voudrait acheter la formation. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, peut-être au mois d'octobre, fin octobre, ça devrait... En tout cas, on va se croiser les doigts, on va souhaiter que les astres s'alignent comme il faut, que tout ça soit en ligne bientôt. Puis je suis juste curieux, Guy, est-ce que tu vas déployer ta propre infrastructure d'hébergement ou tu vas utiliser un service existant comme ce qu'on peut connaître avec Udemy ou Pluralsight ou Non, je vais utiliser ma propre infrastructure. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage de ce côté-là aussi de mon côté. Incluant l'infrastructure de paiement, j'imagine, parce que là, les gens vont pouvoir payer directement en ligne pour le cours, j'imagine. Oui, ça, c'est la partie facile. Effectivement. C'est drôle, hein? Il y a 20 ans, là, au début des années 2000, là, tu sais, quand on parlait d'infrastructure de paiement, tout ça, là, c'était compliqué, puis c'était la partie qu'on s'arrachait les cheveux, là, dans le déploiement d'un site de commerce électronique. Là, maintenant, c'est comme, c'est la partie la plus, peut-être une des parties les plus faciles. Mm-hmm. Mon côté, moi aussi, je travaille fort. Nous, on a commencé les bêtas de mon logiciel, mais en privé. Là, on est vraiment juste avec quelques testeurs bêta. Puis on va ouvrir bientôt. Là, je vais revenir pour annoncer ça sur le podcast quand on va ouvrir. J'ai bien hâte de voir ça.
Ouais, en tout cas, c'est très prometteur, c'est le fun. On commence à avoir du feedback de vrais humains. C'est pas juste nous dans notre... Donc, on avance, c'est ça qui est important. Mais comme c'est comme quand on monte une montagne. Souvent, on arrive dans un col, puis on pense qu'on est rendu sur le toit de la montagne, puis non, il y a encore un autre col et tout. Donc, c'est un long parcours, mais on... Tiens, voilà un ruisseau qu'on doit traverser. Ouais. Ou des fois, c'est une grosse roche qui est plus compliquée qu'on pensait. Mais on y arrive. C'est ça qui est bien. Oups, la falaise. Ouais, espérons qu'on n'arrivera pas devant une falaise puis que ça va être un Non. Ça sera pas le cas. En tout cas, c'est bien parti pour qu'on arrive au sommet avec succès. Aujourd'hui, on veut parler avec Alexandre Brisebois de quelque chose il y a quelques semaines, je ne connaissais pas du tout. En anglais, ils disent Developer Velocity Index, DVI. On fait l'acronyme de D pour Developer, V pour Velocity, puis I pour Index. On va discuter de ça avec Alexandre Brisebois. Bonjour, Alexandre. Salut Mario, salut Guy. Hey, salut, ça va bien? Oui, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai que ça fait un bout. Puis je pense que là, en tout cas, quand Guy m'a envoyé l'email en disant « Hey, Alexandre veut nous parler de DVI, Developer Velocity », mon premier réflexe, c'est que c'est ça, cette affaire-là. Tu nous as donné quelques liens, on est allé lire, entre autres, l'analyse ou l'étude que la firme de consultation McKinsey a fait. Puis moi, ça m'a permis de mieux comprendre. Puis je pense que le but aujourd'hui, là, le pourquoi du podcast, c'est que tu voudrais un peu faire comme une espèce de présentation 101 de toute cette analyse-là que McKinsey a fait pour sensibiliser nos auditeurs à ce nouvel indicateur-là, le DVI. Ben oui, c'est une belle conversation à avoir, puis je pense que c'est un bon moment pour l'avoir, surtout que les développeurs, ils sont plus dans les tours de bureau, puis on est tous un peu partout. Il y a du monde qui ont quitté la grande ville pour retourner en campagne. Il y en a d'autres qui décident d'acheter des maisons en campagne. Fait que je pense qu'on est vraiment dans un moment de changement dans notre industrie qui est plutôt intéressant. En tout cas, je pense que c'est pas juste l'informatique qui est en changement. Là, les grandes villes, les centres-villes, en tout cas, je peux pas parler pour toutes les grandes villes parce que je les connais pas toutes, mais en tout cas, à Montréal, ça va devenir un bang. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui va au centre-ville. Les entreprises vont se distribuer. Les employés vont travailler de la maison beaucoup. En tout cas, les changements sont évidents. Là. La COVID va avoir amené ça, puis je pense pas qu'on va revenir en arrière. Je sais pas si non, t'amènes un bon point. Guy, absolument, il est en désaccord avec moi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point-là, Guy, ou... Au niveau des centres-villes, ça Ouais. va prendre des années avant que ça revienne. Ça va être... ça reviendra pas comme c'était avant, de toute façon. Je pense que... la vie ne reprendra pas comme avant, même après la découverte d'un vaccin. Une fois que la population va être inoculée, il y a des changements profonds qui vont avoir lieu au niveau de la société. Puis toi, Alexandre, ce que tu me dis, c'est le bon temps de parler justement de ce nouvel indicateur, de cet index, c'est un nouvel index pour mesurer finalement la capacité à une compagnie à être sa vitesse de développement, si j'essaierais de dire ça en français. Donc, c'est le bon temps de parler de ça parce que justement, on est en changement, puis ça va impacter le travail des développeurs, veut pas. Oui, puis il y a une chose qui a été apportée à mon attention dernièrement, puis il va falloir que j'aille chercher un peu plus là-dessus, mais ce qu'on m'a partagé, c'est que ça prend 2 ans pour une compagnie de passer du sommet, dans le fond, du summum de sa croissance, de son revenu, à peut-être même disparaître du marché. Puis c'est vraiment rapide quand on pense à ça, 2 ans. Puis quand on parle de vélocité, pour moi, c'est plus que juste écrire du code puis livrer du code rapidement. J'ai une idée, puis faut que je l'amène sur le marché, puis il faut que j'aie un retour sur mon investissement de cette idée-là, puis que je sois capable de rapidement m'adapter, de tester des choses, de faire des erreurs, de me corriger, puis de continuer à avancer. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on voit à travers toutes les industries en ce moment. Tout change constamment, à tous les jours, même à l'heure. On pense souvent, on se dit, OK, c'est quoi mon plan pour dans 3 heures, pour dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois?
Puis même ça peut changer au fur et à mesure qu'on avance dans cette aventure-là, puis dans ces plans-là. Puis c'est d'être agile face à cet inconnu-là. Donc, Alexandre, tu essaies déjà de nous vendre pourquoi ça va être intéressant de parler de cette analyse-là que la firme McKinsey a fait. Mais bon, la formule est toujours la même à notre podcast, ça change pas. Avant de parler vraiment du sujet, on a toujours la bio. Puis, prenons quelques minutes pour faire un peu un survol de qui tu es, parce qu'il y a probablement de nos auditeurs qui savent pas qui est Alexandre Brisebois, même si c'est quoi, 5e, 6e podcast que tu fais avec nous là, dans les derniers 15 ans. Tu es chez Microsoft depuis plusieurs années maintenant. Oui, j'arrive à 6 ans bientôt. Mon Dieu, que le temps passe vite. Puis ton rôle chez Microsoft, il est très associé avec Azure, avec le cloud. Je ne sais pas c'est quoi ton titre exact. Ça, c'est difficile. Souvent, nos titres veulent rien dire. Je suis un spécialiste pour tout ce qui est innovation applicative et modernisation applicative. En termes peut-être plus simples, je suis le représentant Microsoft qui va trouver la bonne façon d'aider mes clients, puis d'amener les bonnes ressources pour les supporter dans leurs projets, puis mener à terme, dans le fond, ces projets-là sur la plateforme Azure. Mm-hmm. Je vais aussi toucher à tout ce qui est DevOps, les outils, tout ce qui est plateforme as a service. J'ai pas trouvé le bon mot encore en français, si tu l'as, je vais le prendre. Puis, dans le fond, c'est ce qui occupe mes journées. Beaucoup des containers ces temps-ci, je dirais, puis vraiment aussi d'aller chercher un maximum des plateformes gérées pour être capable de sauver du temps, puis être capable de justement de travailler beaucoup plus sur l'applicatif que sur monter toute l'infrastructure. Mm-hmm. Parce que de toute façon, s'il y a quelque chose qu'on peut aujourd'hui s'éviter, c'est de faire, c'est de mettre en place cette infrastructure-là. Microsoft va nous la louer pour beaucoup moins cher. Puis le défi, c'est plus de dire comment je fais rouler mes applications sur cette infrastructure-là que Microsoft m'offre avec Azure. Puis dans certains cas, c'est extrêmement facile. Puis dans d'autres cas, il y a des défis. Puis là, toi, t'aides tes clients à t'assurer qu'ils ne se retrouvent pas justement avec des applications qui sont hyper lentes ou qui fonctionnent pas bien ou qui sont pas du tout sécurisées correctement. Là. C'est ça, c'est de trouver la bonne solution ou les bons services pour être capable d'arriver à une fin rapide, puis qui répond réellement aux besoins d'affaires. Puis je pense que c'est là qu'on a des difficultés des fois parce qu'il y a tellement d'options, puis ça change tellement vite que souvent on se retrouve face à un gros catalogue, puis on ne sait pas trop par où le prendre, comment commencer. Il y a 10 ans, Azure avait 4 services, puis maintenant on dépasse les 200. Fait que c'est pas toujours simple de dire, OK, j'ai une idée, là, mais comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je pars? C'est là que moi et mon équipe, on vient vous aider. Puis je vais te proposer quelque chose, Alexandre. On va expliquer, on va s'assurer que nos auditeurs comprennent bien qu'est-ce que c'est ce nouvel index-là, le fameux DVI, là, l'index de vélocité des développeurs. Puis ce que j'aimerais à la fin, c'est qu'on prenne juste une minute peut-être pour revenir en disant, toi, cet indicateur-là, dans quelle mesure ça peut t'aider dans ta relation avec tes clients? C'est-à-dire, ça peut-tu devenir comme un élément de mesure pour dire à tes clients, voici, vous pourriez gagner tant, ou voici toutes les opportunités que vous avez. Puis on verra dans quelle mesure ça peut être intéressant pour toi dans ton travail. C'est une bonne idée, puis je pense que je vais apprendre dans la conversation aujourd'hui en même temps. Ouais, on apprend toujours, hein, même si on pense qu'on connaît quelque chose. Il y a toujours des angles morts ou des choses qu'on découvre. Puis comme un angle mort, quand on est en voiture, ça nous surprend. Hein? On espère juste que ça nous crée pas un accident. Bon, la fameuse analyse de McKinsey. Attends un petit peu. Juste avant de commencer, Mario, on va faire quelque chose qu'on fait pas normalement, c'est si vous nous écoutez là présentement, allez sur le site du Visual Studio Talk Show. Il va y avoir un lien pour télécharger un PDF parce que on va se référer tout au long de la conversation sur ce PDF-là. C'est une analyse qui a été faite par la firme McKinsey. Et il y a beaucoup de tableaux, donc c'est très visuel, puis on va se référer à ce tableau-là. Si vous êtes dans l'auto, si vous êtes dans les transports en commun, tout ça, vous avez pas accès à Internet, c'est pas plus grave, vous allez pouvoir le faire par la suite. Mais ceux qui peuvent,
ça va être plus, ça va vous parler plus là avec un support visuel. Donc c'est rare enfin, je pense que c'est la première fois qu'on fait ça là, dans le cadre d'émissions là. Mais en discutant avant de commencer l'émission, on s'est aperçu que on se réfère tout le temps à ce document-là, mais c'est plein de graphiques. Ça va être plus facile pour vous, chers auditeurs, de le suivre si vous le téléchargez en même temps. Donc, fin de la parenthèse. Non, c'est une bonne parenthèse. Donc, Alexandre, si on revient à l'histoire, ou en tout cas notre petite histoire, toi, tu prends connaissance de cet article-là quelque part au début de l'été, tu le partages avec Guy, qui me le partage à moi. Essentiellement, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à vouloir partager, ou qu'est-ce que tu as trouvé de spécial dans l'article ou dans l'analyse de McKinsey? En fait, il y a plusieurs aspects qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est le fait qu'il regarde, puis ça, on va le regarder un peu plus tard, mais les 46 différents aspects qui ont été mesurés dans les 13 différentes dimensions. Puis, c'est le fait que ce que moi, je pensais qui était important pour avoir une haute vélocité ou pour avoir une plus grande vélocité d'un point de vue de développement, c'était pas nécessairement ce que moi j'avais en tête. Ça m'a surpris, comme tu disais tantôt. La deuxième chose qui m'a vraiment marqué, c'est au début de l'été, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi GitHub. Pourquoi le Inner Source? Je fais déjà ça, j'utilise Azure DevOps. C'est en lisant cet article-là que les lumières ont comme allumé. C'est là que j'ai comme compris plus de choses puis que j'ai eu une plus grande appréciation pour cette chose, pour GitHub en soi. Donc, ce que McKinsey ont fait, c'est comme un grand sondage auprès d'une centaine d'experts qui se retrouvaient dans 440 grandes entreprises distribuées dans 9 pays, 12 domaines d'industrie. Donc, ils font ce grand sondage-là. Comme tu dis, ils vont prendre 46 indicateurs. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est de mesurer une valeur numérique, un index, pour dire, écoutez, si vous êtes bon logiciel, là, votre index devrait ressembler à ça. Puis si vous avez, j'utiliserai pas le terme peu de maturité ou si vous êtes pas bon, c'est pas vraiment comme ça qu'ils vont le présenter. Ils vont le présenter différemment. Ils vont peut-être dire, voici, si vous avez beaucoup d'opportunités, c'est parce que vous avez place beaucoup pour l'amélioration, puis améliorer votre vélocité pour les développeurs, c'est ce qui va vous donner le meilleur rendement sur votre investissement. En tout cas, en 2020, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un pourrait dire, je vais me construire un building, donc on va faire du ciment, puis des belles portes, puis des belles... Mais c'est pas ça qui va rapporter le plus, c'est investir dans vos développeurs parce que augmenter votre indicateur, votre index, c'est ça qui va vous ramener plus d'argent dans vos poches à moyen et long terme. C'est un peu ce qu'ils cherchent à démontrer dans cet article-là. Oui, puis moi je le vois vraiment du point de vue d'affaires pour une entreprise. Parce que si je veux vraiment avoir un impact matériel sur mon entreprise, il faut que tous les morceaux s'alignent. Puis il y a plusieurs années, j'avais écrit un blog post, puis j'ai quelques personnes qui avaient ri dans ce temps-là, mais je disais que le bonheur, c'est la pierre angulaire du DevOps. Puis c'est drôle, hein, mais ce sujet-là revient beaucoup dans ces temps-ci, du fait qu'un développeur qui est heureux dans ce qu'il fait, il ne cherchera pas une autre job. Il va te livrer de la qualité, il va t'en livrer plus, puis l'effet va se répercuter à la grandeur de l'entreprise, dans le fond. Puis ça, c'est culturel, c'est pas nécessairement des choses qui sont super techniques, qui vont avoir une grande impact. C'est intéressant que tu parles de bonheur, Alexandre, parce que on pourrait quasiment dire que c'est un peu comme un index de bonheur, dans la mesure où, quand on entend le terme vélocité, moi le premier, là, quand j'ai entendu le mot vélocité, pratiquant des pratiques agiles depuis plusieurs années, mon premier réflexe a été de penser à vélocité comme on l'entend quand on parle de vélocité, quand on applique Scrum ou quand on applique Kanban, c'est-à-dire, par exemple, dans Scrum, le nombre de points ou le nombre de stories, donc le nombre d'histoires que je réussis à compléter dans un sprint.
Puis c'est comme ça que souvent qu'on va mesurer la vélocité. Ici, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, ça va contenir la vélocité telle qu'on l'entend dans l'agilité, mais en rajoutant plein d'autres mesures qui sont plus sur la satisfaction des employés, leur capacité à être autonome. Donc, c'est pour ça qu'on parle que je suis prêt un peu comme toi à dire que c'est un index de bonheur des développeurs, c'est-à-dire. Puis c'est drôle parce que quand on regarde la traduction française que Microsoft a utilisée, ils ont utilisé le terme vitesse de développement qui est je pense qu'il est totalement à côté de la traque, là. Parce que déjà, il aurait pu utiliser le terme vélocité, ça aurait été un français correct. Ouais. Mais vitesse de développement, moi, quand je regarde ça, là, c'est comme, OK, combien de lignes de code t'es capable de taper à l'heure, cher développeur, puis vas-y, let's go, puis on te juge là-dessus. Mais c'est pas ça, pantoute! Non, pas du tout. Puis, tu sais, moi, de la façon que je le regarde aussi beaucoup, c'est à chaque fois que tu déranges un développeur, mais c'est des heures de perdu parce qu'il faut que je me remette en tête où est-ce que j'étais, mon contexte, c'est des nouveaux bugs que je crée. Dans la zone. Exactement, rentrer dans la zone. Puis ça, c'est une des parties, je pense, qui a vraiment un impact puis qui est démontré dans les différents indicateurs qui ont été mesurés. Puis ça revient beaucoup à ça, c'est comment est-ce que je fais pour enlever les irritants? Comment est-ce que je fais pour permettre à la personne de vraiment réaliser son plein potentiel? Puis ça, c'est difficile parce que souvent, on regarde les développeurs, puis c'est une boîte noire. Je mets de l'argent dans une organisation de développement, il y a quelque chose qui sort, c'est peut-être pas nécessairement ce que je veux, mais je comprends pas ce qui se passe entre le moment que je donne mon requis, je donne de l'argent, puis il y a quelque chose qui sort de l'autre côté. Mm-hmm. Ça rend ça vraiment opaque. C'est difficile d'être capable de prioriser sur quoi je vais investir, puis c'est quoi qui est vraiment important pour être capable de justement m'adapter à un marché qui est très changeant puis très volatile. Donc, tu dis, tu sais, les 46 dimensions, ou en tout cas les 46 indicateurs qu'ils ont mesurés, on peut les classer probablement en 3 grands domaines. Donc, il va y avoir des indicateurs reliés à la technologie, des indicateurs reliés aux pratiques de travail, puis les derniers, des indicateurs reliés à comment ils sont plus organisationnels, ils sont plus liés à comment tu donnes la capacité à ton organisation à être proactive. Puis ceux qui nous suivent là présentement, qui ont ouvert le document, on est à la page 4 du document PDF. Là. Le titre, c'est Developer Velocity Involves 46 Different Drivers Across 13 Dimensions. Mm-hmm. Puis Mario puis Guy, avant d'aller juste un peu plus loin, si vous regardez les différents indicateurs qui sont là, pour vous, là, c'est lesquels généralement qu'on parle quand on est dans des conférences DevOps ou encore dans des conversations software? Ben, CI/CD practice, donc continuous integration, continuous deployment. Ça, là, ça fait 15 ans là, que, tu sais, s'il y a une pratique qui venait d'Extreme Programming qui a été largement adoptée, c'est bien le CI/CD. Donc, c'est une pratique qui, moi, mon premier réflexe, c'est de dire, ça, c'est une pratique qu'il faut vraiment mettre en place, là. Ouais, puis il y a l'architecture logicielle, l'architecture des données, le cloud, l'infrastructure as code. Donc ça, c'est vraiment du concret. C'est ce qu'on voit normalement là quand on parle d'amélioration là au niveau des équipes de développement. Absolument. Puis en fait, c'est ici même que j'ai eu ma première surprise qui m'a vraiment marqué. C'est quand l'analyse ou le rapport mentionne que les différentes dimensions qui impactent réellement la vélocité d'une façon significative sont les outils, la gestion de projet, la culture, puis la gestion du talent. Ça nous amène complètement ailleurs. Puis je pense que ça, c'est parce qu'on est tellement ancré dans la technologie, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on fait, qu'on oublie souvent les autres dimensions qui apportent la vélocité. Ben, si je regarde à droite, là, la section enablement, comment on peut traduire ça en français? Donner le pouvoir.
Moi, je sais pas si ça. Ou, en tout Donner le cas, pouvoir, OK. Ça serait, je pense, un bon ou, terme. Mais ou là, donner. on parle de culture d'entreprise. Si comme il y a un terme, un des points, c'est est-ce que psychologiquement, est-ce que tu es dans un environnement de travail sain? Ouais. Euh, c'est beaucoup ça, mais on pense jamais à ça là quand on établit des métriques au niveau de normalement de la vélocité d'une équipe de développement là. Ben, Absolument. ce qui est intéressant dans ce qu'Alexandre nous dit, c'est que 3 des 4 dimensions les plus importantes, il y en a 3 qui sont justement dans donner le pouvoir à l'organisation. Tu as parlé de culture, de gestion du talent, de gestion du produit. Et le seul qui serait plus technologique, c'est les outils. Mais bizarrement, en tout cas, ce qui peut assez... c'est pas bizarre, mais c'est quand même surprenant. Toutes les pratiques de travail, c'est pas ça qui est le plus important. C'est-à-dire tes pratiques d'ingénierie, que ce soit ton CI/CD, la gestion de ta dette technique, tes revues de code, ou est-ce que tu utilises du open source, pas d'open source, est-ce que tu utilises des approches agiles, est-ce que tu fais une bonne gestion? Oui, faut l'avoir, mais c'est pas là que tu vas te démarquer. C'est plus, en vas-tu des bons outils? As-tu des outils de planification, des outils de collaboration? Oui, des outils de développement. As-tu des outils pour tout ton DevOps? Donc, c'est comme l'outillage est beaucoup plus important que ce que tu vas en faire. Puis là, c'est quand même intéressant parce qu'on est un peu comme à contre-courant de l'approche agile qui disait, c'est les pratiques avant les outils. Ici, on nous dit, non, nous autres, on découvre que quand tu as les outils, on dirait que les pratiques viennent mieux. Parce que l'outil englobe finalement une façon de faire que les gens n'ont pas besoin de s'approprier, on leur donne tel quel. Absolument. Puis Mario, laisse-moi te ramener dans le passé. Disons, parlons peut-être de 8 ans. Quand on parlait de faire du CI/CD il y a 8 ans, on parlait de rattacher plein d'outils ensemble, des trucs open source, des trucs closed source. On parlait de mettre plein de duct tape là-dessus pour être capable de faire marcher tout ça. L'intégration était ardue. C'était un travail à temps plein juste à faire marcher. Puis ça, ben oui, je suis en train d'implémenter une bonne pratique, mais le fait de mettre autant d'énergie pour garder la lumière allumée puis être capable d'avancer, ben, ça me prend beaucoup de ressources qui pourraient être mises sur l'innovation ou pour essayer quelque chose puis faire une erreur ou trouver quelque chose qui marche pas. Fait que c'est là, dans le fond, la grosse différence de dire, ben là, j'ai un outil qui est intégré, puis qui me permet d'avoir une bonne communication de bout en bout, une bonne traçabilité, je vais avoir ma gouvernance, je vais avoir ma gestion du temps. Vu que tout est là, ben, j'ai pas besoin de travailler pour le construire, je fais juste le consommer. Mm-hmm. Donc, on parlait d'un index de bonheur, mais on voit aussi que c'est comme un index qui dit, et si tu prends des outils déjà toutes faites, entre autres, si tu tires parti du cloud, de toutes ces solutions-là qui sont pré-bâties pour toi, ben là, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à mettre en place tes pratiques. Là. Ça, c'est clairement ce qui ressort de cette analyse-là ou de cette mesure-là. Oui, puis regarde, je t'amène encore une fois peut-être sur toutes les pratiques d'ingénierie, mais tout ce qui est la revue de code, qui est une pratique qu'on veut tous faire, ou en fait plusieurs aspirent à intégrer dans leur entreprise pour aider à partager les connaissances, faire grandir l'entreprise. Mais si j'ai pas un bon outil pour faire la revue de code, ben, le temps que je vais passer à me battre avec l'outil, ben, il ne sera pas passé dans le contexte du moment pour livrer la meilleure qualité de revue de code, puis identifier les défis, identifier la dette technologique. Il faut que l'outil, dans le fond, s'efface puis que ça devienne une extension de ce qu'on est en train de faire. Ah, tout à fait. Écoute, moi, je peux juste être en total accord avec ce que tu dis, dans la mesure où est-ce que j'ai vécu, moi, dans les derniers 6 mois, j'accompagne un client qui est en train justement d'augmenter ses capacités. On pourrait dire augmenter son index de vélocité, même si c'est pas comme ça qu'on le fait. Puis une des choses que ce client-là voulait, c'est je veux avoir des meilleures revues de code. Mais le préalable, c'était de dire, ben écoute, on va t'amener premièrement dans un outil de DevOps, Azure DevOps pour le nommer.
on va vous mettre en place Git, on va vous mettre en place des pull requests, puis un coup, vous allez avoir ça, là, on va faire des revues de code, parce que ça va être tellement simple, un coup qu'on a en place les pull requests puis les bonnes façons de gérer, finalement, la gestion du changement, que d'essayer de mettre en place des revues de code sur d'outillages actuels ou de la façon qu'ils travaillaient dans le passé, qui aurait été ardue, puis qui n'aurait probablement pas été efficace. Puis en même temps, on savait qu'en les amenant, par exemple, sur Git, en les amenant avec des pull requests puis une bonne gestion de leur branche de développement, que c'était juste gagnant pour bien d'autres facteurs à moyen et long terme. Donc, c'était pas juste dire on va faire de la revue de code, c'est qu'on va s'aligner pour être dans les pratiques modernes, donc d'avoir un meilleur index de vélocité. Parce que grosso modo, quand on regarde, tu sais, des indicateurs, c'est quand même des indicateurs de pratiques d'ingénierie qui sont valorisés. C'est juste que c'est pas celles qui ont le plus grand impact. Tu sais, on va dire, oui, faites des revues de code, tout ça, mais si vous voulez avoir un meilleur impact, mettez-vous donc en place un bon outil de planification. Parce que ça, c'est encore mieux que de mettre en place, par exemple, une pratique de CI/CD. C'est plus payant, en tout cas, pour votre indicateur à court terme. En fait, là, on peut se référer, ce que tu mentionnes, Mario, on peut se référer à la page 6 pour ceux qui suivent le PDF, là, Exhibit le tableau numéro 4. Là. Quand on a regardé ça tous les trois, là, juste avant l'émission, ça nous a comme sauté dans le visage. Le fait que les pratiques CI/CD ont un indicateur le plus bas que, par exemple, les outils de planification, de collaboration, de développement. Le plus surprenant, puis ça devrait pas l'être, mais moi, ça m'a surpris parce qu'on y pense pas, c'est que l'indicateur le plus important pour que vraiment il y ait une organisation qui est vraiment qui a une bonne vitesse de développement, si je reprends la traduction de Microsoft, c'est au niveau culturel, c'est justement un environnement sain psychologiquement, c'est-à-dire on va penser, par exemple, où l'erreur est permise. Tu sais, si c'est un endroit où l'erreur est pas permise, ben, tu voudras jamais essayer rien. Mais si l'erreur est permise, c'est-à-dire que en anglais, ils disent psychological safety, c'est-à-dire que c'est sécure d'un point de vue psychologique de pouvoir travailler, c'est-à-dire que tu te sens en sécurité. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, moi, celui-là, je m'a pas surpris parce que j'essaie de le vendre depuis des années à beaucoup d'organisations, c'est augmente tes capacités de gestion de produits. Parce que c'est bien beau aller vite. Si tu es en train de développer la mauvaise fonctionnalité, c'est pas très utile à la fin, hein. Donc, d'où pourquoi on est un peu, nous autres, rébarbatifs à la traduction vitesse de développement, parce qu'ici, on entend qu'on avance, mais dans la bonne direction, c'est-à-dire vers les bonnes fonctionnalités ou en tout cas le bon ce que les clients recherchent. Puis tu soulèves un bon point, Mario, parce que souvent on se dit j'ai livré 4 nouvelles fonctionnalités le mois dernier. Puis là, il y a un gros party. Mais dans ma tête, à moi, le party ne devrait pas être au moment de la livraison. Le party devrait être au moment où on rencontre le but qu'on s'était mis lorsqu'on a décidé de faire cette nouvelle fonctionnalité-là. Puis de se dire, là, on va créer cette nouvelle fonctionnalité-là, puis notre but, c'est que dans le 2e mois ou dans le 3e mois, on ait 100 utilisateurs puis qu'ils soient heureux. Ou qu'on ait 300 utilisateurs puis qui en redemandent plus. Puis à ce moment-là, tu as un vrai succès, puis tu as été capable de le mesurer, puis de le rattacher à un but d'affaires. Puis ça, c'est le bout que je trouve qui manque dans la boucle de rétroaction, parce que souvent, je vais voir un développeur, puis je lui demande, pourquoi tu fais ce que tu fais? Comment est-ce que tu es valorisé dans l'entreprise? Puis la réponse est toujours difficile, parce que j'arrive le matin, j'ouvre Jira ou j'ouvre DevOps, puis là, je vois les différents bugs que je vais avoir, puis je vais travailler là-dessus, ou je vais travailler sur les stories que je vais avoir, mais jamais je vais penser à ça dans un contexte de but d'affaires, puis dans un contexte plus grand de où est-ce que mon entreprise veut aller, c'est quoi le but, puis la mission de l'entreprise. J'ai une petite anecdote à propos de ça, parce que on avait une prise de conscience, puis plus qu'une prise de conscience, même une réflexion au sein de ma compagnie en disant, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer, parce que quand tu te mets ici, par exemple, au niveau gestion de produits, tu devrais avoir de la télémétrie, c'est-à-dire la capacité de mesurer ce que font tes utilisateurs dans ton application.
C'est des services qui sont maintenant offerts avec Azure, puis c'est assez facile à mettre en place. Puis la vraie question, c'est qu'est-ce que je vais mesurer? Parce qu'on peut mesurer plein d'affaires, là. Tu sais, je peux mesurer est-ce que la personne a ouvert l'application, est-ce que la personne est allée sur telle page. Puis nous, on a fait rapidement focusser en disant ce qu'on va mesurer, c'est le pourquoi global, pourquoi on fait notre application. Nous, là, ce qui nous motive, là, puis ce qui fait que ça fait 2 ans, plus que ça fait 7 ans que j'ai parti cette aventure-là, mais moi, mon objectif à long terme, c'est que je veux que les gens qui utilisent mon produit aient une journée productive. C'est-à-dire une bonne journée. Une journée où, à la fin de la journée, là, t'es content. Je sais pas si ça vous arrive, là. Tu sais, quand tu finis une journée, tu sais que t'as fait ce que t'avais à faire, là, et que c'est le fun. Il me semble qu'on sent qu'on a été efficace, qu'on a fait ce qu'on avait à faire, qu'on avance dans la bonne direction. Donc, nous, on veut ça avec notre produit. Donc, on s'est dit, c'est ça qu'on devrait mesurer. Puis, on a même réfléchi à tel point qu'on s'est dit, ça devrait pas juste être une mesure à l'interne que nous, on partage. Rendons-la même visible dans l'application. As-tu eu une bonne journée? Parce que, essentiellement, c'est quelque chose qu'on devrait célébrer, qu'on devrait être content, puis à quelque part. Donc, en se mettant, en réfléchissant dans cette fusion-là, ça change complètement comment on voit les fonctionnalités qu'on va faire. Parce qu'au lieu d'être dans un modèle où est-ce que tu dis, je veux faire des fonctionnalités juste pour tant qu'à y être, on devrait faire ça. Non, on dit, c'est-tu utile pour que la personne passe une bonne journée, qu'elle ait une journée productive? Si c'est d'aucune utilité, c'est un tant qu'à qu'on devrait pas faire. Donc, nous, en tout cas, ça a changé beaucoup notre réflexion sur la gestion du produit. Puis, clairement, dans ce rapport-là, ce qu'il dit, c'est gestion du produit, c'est un indicateur important pas juste du succès, mais du bonheur de ton équipe de développement. Oui, parce que tu as un sentiment d'accomplissement. Quand tu vas contribuer à la mission globale, puis que ce que tu as fait reçoit, dans le fond, on cherche toujours à se faire dire merci, puis d'avoir des accolades et tout, mais si je contribue à juste mettre une lumière sur un dashboard que personne ne va jamais regarder, mais je me demande pourquoi que j'ai mis de l'énergie, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, puis rapidement, je me dis, ce que je fais, c'est pas important de toute façon, fait que je vais le faire bien vite, puis je vais passer à autre chose. Versus, comme toi, tu dis, si j'ai une mission, si j'ai un but, mais c'est plus facile de remettre en question les demandes qui viennent vers moi, puis, dans le fond, d'exercer toute ma créativité, mais aussi le côté, le jugement que j'ai. Mm-hmm. Puis d'avoir des conversations qui apportent de la valeur à tout le monde, que ce soit quelqu'un au niveau de la gestion de projet, que ce soit un gestionnaire, un développeur, un testeur. Le fait d'avoir un point commun puis un langage commun pour parler, ça l'aide à la cohésion puis à amener tout le monde ensemble. Mm-hmm. Puis, ça va nous amener au prochain point, ou en tout cas le prochain item, moi, qui m'a agréablement surpris. Parce que je dis agréablement parce que j'étais content de ça. C'est-à-dire qu'après avoir une bonne culture, une bonne gestion de produits, l'utilisation d'outils, le facteur le plus important qui ressort de leur analyse, c'est au niveau de la gestion du talent, c'est-à-dire des incitatifs, qui peuvent être soit de nature financière ou de d'autres natures, mais s'il y a des incitatifs, c'est comme une façon de reconnaître. Donc, les gens veulent être reconnus pour ce qu'ils font. Puis les incitatifs, c'est une bonne façon. En tout cas, ça semble être une façon qui fonctionne. Puis, je sais pas si vous avez... Moi, j'ai déjà j'ai des anecdotes là-dessus, mais je vais vous donner la parole avant de prendre... c'est pas le show de Mario Cardinal, là, c'est le show d'Alexandre Brisebois, donc je vais donner la parole à Alexandre. Mais, tu vois, Mario, avant d'être chez Microsoft, c'est quelque chose qui est... Je réfléchissais pas nécessairement à les incitatifs. Tu sais, j'étais consultant, ma job c'était de rentrer puis de faire flotter le Titanic qui avait coulé. Puis c'était pas nécessairement de passer du temps à réfléchir à mon impact sur les autres. Puis l'impact sur les autres, c'est pas juste de livrer du code ou de livrer une fonctionnalité, c'est d'être reconnu pour avoir aidé quelqu'un d'autre dans une autre équipe, aider quelqu'un d'autre, puis les aider dans leur but à eux autres sans nécessairement avoir un impact sur soi-même. Puis le fait d'aider les autres comme ça, ça fait en sorte que tout le monde est gagnant. Puis quand toi, tu as besoin d'aide, ben, les autres autour de toi sont là pour te supporter puis t'aider à grandir.
puis à apprendre dans l'expérience. C'est clair que les incitatifs qui sont liés à la reconnaissance sont très importants, mais il reste des incitatifs non négligeables, c'est les dollars, c'est-à-dire Guy, t'es consultant autonome, moi je suis consultant, là je pars une compagnie, mais avant, tu sais, puis la raison principale pourquoi je suis consultant, c'est parce que c'est bien plus payant que de travailler dans une entreprise. On veut rien enlever au fait que il y a certains de nos auditeurs travaillent en entreprise, mais en consultation, on peut faire un petit peu plus d'argent, puis cet incitatif-là, ben, moi, il me valorisait. Comme individu, c'est comme, hey, regarde, je fais du cash. Je veux pas parler pour toi, Guy, là, mais ça reste quand même une réalité, l'argent. Ben, il y a pas juste l'argent, là. Quand tu es travailleur autonome, t'as d'autres avantages. T'es ton propre patron. C'est un petit peu comme le tableau indique ici, là. Pour moi, les sous, c'était pas c'était pas le critère numéro un. C'était plus la culture, l'aspect de culture, là, qui était plus important pour moi. Mais moi, vas-y, Alexandre. Mais la chose qui est intéressante, je pense que Mario t'essayait de soulever, c'est, je vais donner un exemple fictif, là, c'est, disons que je travaille sur un projet, puis je vais aider quelqu'un dans une autre ligne de produit complètement, mais que le fait d'avoir collaboré ensemble a eu un impact matériel sur l'entreprise, puis ils ont eu des revenus records pour un trimestre, par exemple. Mais ça, si c'est reconnu par l'entreprise, puis que c'est encouragé parce que je te donne de l'argent ou je te donne quelque chose en remerciement, mais c'est très fort comme message pour les employés pour les aider puis leur montrer que c'est correct de sortir de sa ligne puis de sortir de ses responsabilités tous les jours pour aider l'entreprise entière. Mais moi, je faisais exprès aussi pour amener le signe dollar dans la conversation parce que souvent, on l'occulte un peu, c'est un peu gênant. Puis moi, j'ai des anecdotes des dernières 2 semaines où est-ce que j'ai des amis qui me racontent comment c'est difficile dans leur secteur. Je veux pas nommer de compagnie ni de personne, mais essentiellement, on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est transport, aviation et tout, c'est complètement presque à zéro. Donc, tous les gens qui fabriquaient du logiciel pour ce secteur-là, il y a les gens bougent beaucoup ces jours-ci. Pourquoi? Ben, dans bien des cas, les fameux bonus annuels, ben, on leur annonce qu'il y en aura pas. Puis quand les gens sont habitués d'avoir certains bonus, ils se disent, ouais, c'est un peu triste. Puis secondo, ben, il y a d'autres compagnies qui en profitent en les approchant en disant, hey, ça t'intéressait à venir travailler à telle place avec 10 000 $ de plus par année et tout. Donc là, il y a beaucoup de gens qui quittent ce secteur-là parce que, qu'on le veuille pas, à un moment donné, quand quelqu'un t'offre certains dollars, tu sais, je me rappelle toujours l'anecdote, tu sais, les fameuses personnes chez Microsoft qui avait fait le langage Delphi chez Borland, puis qui est derrière le langage C# et le langage TypeScript. Je sais jamais comment prononcer son nom. Aidez-moi les boys, comment qu'on prononce le nom. C'est Anders Ellsberg. Ben, je vais m'essayer. Anders Ellsberg, qui est chez Microsoft. C'est ça. Donc, je pense que j'ai prononcé correctement. Donc, Anders Ellsberg, quand il était chez Borland, chez Delphi, s'est fait approcher une première fois parce que Microsoft voulait qu'il fasse le saut et qu'il s'en vienne chez eux. Là, on remonte des années 90, il y a très longtemps. Et à l'époque, Bill Gates, il avait mis sur la table, il dit, écoute, je te donne un bonus de 500 000 $ si tu quittes et tu t'en viens chez Borland. Ces chiffres-là sont connus parce que, bon, Borland a amené en cours Microsoft quelques années plus tard et c'est là qu'on a su les montants exacts. Et à l'époque, chez Borland, on avait égalé son offre en disant, écoute, tu t'en vas pas, on va te donner le même bonus. Et Bill Gates est revenu à la charge quelques mois plus tard en y offrant $1 million. Et plus, en même temps, pas juste de l'argent, là, tu vas travailler sur un nouveau langage, blablabla. Donc, une offre qu'on peut difficilement refuser. Et effectivement, il a fait le saut, il est allé chez Microsoft. Donc, c'est quand même une réalité. Les incitatifs, qu'ils soient financiers ou d'un autre ordre, c'est quand même un facteur de bonheur non négligeable. Absolument. On peut dire que ce qu'on veut, là, tu sais, il y avait tout un mythe, entre autres, des fameuses startups qui disaient, nous, on est une table de pool, les gens peuvent, tu sais, oui, c'est bien le fun, là, mais ça reste que, tu sais, on veut plus que juste, tu
si tu as une table de paume, on te demande de travailler 70 heures par semaine, d'être toujours au bureau, c'est peut-être pas la vie rêvée, là. Mais tu seras peut-être pas heureux en bout de ligne. Mm-hmm. Fait que tu vas retomber à la même place qu'on parlait tantôt de je vais commencer à regarder les opportunités, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui va m'apprécier peut-être un peu plus pour qu'est-ce que je peux y apporter. Puis si justement, toi, tes employés sont heureux, en tout cas que la culture est bonne, que la gestion du talent est correcte, tu vas attirer toutes ces ressources-là, puis c'est là où tu vas faire une bonne équipe qui va être capable justement de pouvoir développer les bonnes fonctionnalités, ce qu'il faut pour vraiment, comme tu dis, que tes trimestres soient des trimestres qui génèrent plus de revenus que dans le passé. Puis c'est ce qu'on voit, hein, les bonnes compagnies continuent comme à générer des profits. Puis comme tu disais, les compagnies qui ont plus de difficultés, mais ça peut prendre 2 ans, ou en tout cas quelques années, puis bingo, sont plus là, ils ont fait faillite, sont complètement en dehors du circuit, là. Puis dans des secteurs ultra compétitifs, je pense entre autres au secteur de la santé aux États-Unis, où c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de protection. Ben, c'est des secteurs où les compagnies, rapidement, là, si t'es pas capable de suivre la parade, ben, t'es évincé, puis il y a beaucoup de joueurs parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, quand il y a beaucoup d'argent à faire, c'est un peu comme... tu sais, il y a quelqu'un qui me pose la question, comment ça tout le monde travaille pour trouver un virus, pas un virus, mais plutôt l'inverse, trouver un vaccin pour la COVID. Je dis, ben oui, il y a le sentiment qu'on veut être utile pour la survie de l'humanité, là, d'un, mais je pense aussi qu'il y a le facteur monétaire. C'est les premiers qui vont arriver avec un vaccin vont faire de l'argent. Donc, c'est facile de justifier d'investir dans ce temps-là, hein. Oui, puis tu sais, on va mettre un peu de chiffres sur ce qu'on dit depuis tantôt, là. Les entreprises qui se trouvent à être les leaders d'un point de vue index de vélocité vont voir vraiment une croissance des revenus de 4 à 5 fois plus grande que ceux qui sont les plus bas dans l'index qui a été mesuré. C'est très significatif de ce point de vue-là. Puis en même temps, ils vont voir beaucoup plus d'innovation. Le chiffre qui a été cité dans le rapport, c'est 55% plus d'innovation. Puis, dans la même lignée de pensée, mais quand je suis un développeur, puis j'accomplis quelque chose, puis j'ai du plaisir à le faire, ben je vais rester avec mon entreprise. Fait que le chiffre qu'ils ont donné dans le rapport, c'est 47% plus de satisfaction, puis de taux de rétention personnelle du talent. Mm-hmm. Mais si on va la fameuse page où est-ce qu'il est le fameux Exhibit 3, où est-ce qu'on montre finalement l'index en fonction des domaines d'entreprise. Bon, c'est pas surprenant, là, l'index où est-ce que c'est le plus fort, c'est les entreprises qui sont dans le domaine du logiciel. Clairement, on s'attendrait à ce que des entreprises comme Microsoft, Google, Apple, Facebook, ben qu'ils sachent mieux, en tout cas que leur pratique de développement logiciel soit beaucoup plus efficace que peut-être une entreprise qui est dans le domaine des biens de consommation ou des communications, médias. Puis clairement, ça le dit là, parce que c'est beaucoup plus foncé, donc ils ont des meilleurs en tout cas, ils ont un meilleur index. Puis c'est tout à fait logique avec le fait que quelles sont les compagnies les plus riches présentement sur la planète, c'est principalement des compagnies de logiciels, hein. C'est Apple qui est la compagnie la plus riche. Après ça, Microsoft, en tout cas, même une compagnie comme Tesla, qui est dans le domaine des automobiles, c'est une compagnie de logiciels. Même s'ils fabriquent des automobiles, c'est du logiciel à la base qui est un de leurs éléments très différenciateurs, hein. Tu sais, Mario, quand je regarde les différentes couleurs, puis que je vois comment est-ce que les différentes industries sont classées, moi, je vois ça peut-être d'un autre œil. Je vois ça comme une opportunité. Les entreprises qui ont peut-être une vélocité inférieure, c'est eux qui ont le plus à gagner à investir, à faire grandir la vélocité des développeurs, puis à vraiment leur donner l'opportunité de réaliser leur plein potentiel puis leur créativité. Mais si tu regardes, par exemple, le secteur de l'énergie, où est-ce que là, il y a beaucoup de place pour améliorer l'index, mais clairement, il pourrait y avoir beaucoup d'innovations reliées justement à toutes les énergies vertes. Puis, ce qu'on voit souvent dans ce secteur-là, c'est que c'est des nouvelles entreprises qui prennent la place, qu'on dirait que les anciennes entreprises sont pas capables d'évoluer puis de se remettre en question. Souvent, c'est malheureux, mais c'est un peu ce qui se passe, hein. Mais si tu regardes ça, il y a quelque chose d'intéressant. Les industries qui ont un index moins élevé, c'est souvent les industries qui ont plus de régularisation ou plus de certification puis de décorum.
Puis les procédures sont tellement lourdes dans ces entreprises-là que c'est difficile d'être capable d'avoir de l'agilité puis s'adapter rapidement au marché, ou même encore le temps entre avoir une idée puis de pouvoir la tester avec des consommateurs. C'est très, très long versus un petit start-up qui n'a pas tous ces processus-là puis toute la machine politique qui entoure. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est qu'une petite start-up comme ce que moi je suis en train de faire, ben en utilisant des plateformes comme Azure, tout ça, ce qui aurait été impensable à faire il y a 15 ans, ben là, aujourd'hui, on peut faire ça sans avoir à débourser des millions et des millions de dollars, là, essentiellement. Puis, donc, c'est encore plus difficile pour les compagnies en place parce que les startups peuvent facilement arriver et innover. Puis on l'a vu, là, les Airbnb n'existait pas il y a 5 ans, puis ça a complètement eu un impact majeur sur le domaine, entre autres, de tous les hôtels, les auberges, ces choses-là. Il faudra voir avec la COVID qu'est-ce qui va ressortir de ça, parce que autant Airbnb que les Holiday Inn de ce monde sont impactés, là. Les autres, c'est pas facile. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est, en revenant tantôt, est-ce que tu parlais quoi mesurer? Mais dépendamment de ce que tu mesures, ça va te permettre de voir un peu tes indicateurs, le marché s'en va où, comment est-ce que tu fais pour changer ta direction. Si tu mesures les mauvaises affaires, mais tu verras jamais le point d'inflexion arriver pour te dire, oh, c'est le temps, là, faut que tu penses à une nouvelle stratégie. Mm-hmm. Mais on parle d'une mesure. Donc, c'est un chiffre, hein, c'est un chiffre au global. OK, c'est un index d'un certain chiffre. C'est probablement un chiffre entre 1 et 100. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est après ça, voir le chiffre que tu as en fonction des 46 indicateurs. Pour voir, par exemple, est-ce que mon chiffre est très bas, mettons, pour les outils de planification. Puis là, ben, les outils, on s'entend, c'est quelque chose qui est assez facile à acquérir. C'est juste de décider de dire, bah, je vais prendre les outils de Microsoft, par exemple, pour pas nommer une compagnie que tu connais très bien, Alexandre. Donc, il y a des moyens assez rapidement pour qu'une compagnie puisse faire évoluer son fameux indicateur. Oui, mais là, juste le fait de se procurer un outil puis de l'utiliser à bon escient puis avec les bonnes pratiques, là, des fois, c'est pas facile. Là. Non, tu as un bon point. C'est deux mondes. Souvent, même, la gestion du changement devient très, très importante aujourd'hui, autant sur adopter une nouvelle technologie, adopter un nouvel outil, adopter une nouvelle pratique. C'est de s'assurer d'être accompagné de la bonne façon pour pas faire toutes les erreurs qu'on va faire, dans le fond, puis vraiment être capable d'accélérer le retour sur l'investissement puis l'accès à la valeur générée par ces outils-là. Mais oui, les outils tout seuls, c'est là qu'on n'aura pas le gros retour. Là. Ben, c'est pour ça que la gestion du talent est tellement importante. Je disais, j'essaie de me souvenir c'était quoi, mais quelqu'un qui parlait de gestion de changement. Puis que lui, il rentrait dans une nouvelle organisation, puis il disait, OK, cette organisation ici, là, on a un gros changement à faire. Et la première chose qu'il a fait, c'est pas juste travailler sur l'acquisition d'outils, mais c'est aussi dire, OK, ça me prend une équipe de gestion de talent, parce qu'il va falloir que j'aille recruter des bonnes personnes pour venir bonifier mon équipe en place. C'est-à-dire que son objectif, c'est pas de dire non, je vais congédier les gens qui sont là parce qu'ils sont pas compétents. C'est de dire dans quelle mesure je peux leur trouver des rôles qui vont être appropriés par rapport à où est-ce que l'entreprise s'en va, mais aussi bonifier avec les ressources des bons nouveaux joueurs qui vont amener, entre autres, dans ce cas-là, ici, il y avait une culture où c'était pas un environnement sain. Une culture beaucoup où est-ce que les gens se bitchaient, on cherchait toujours un coupable. Puis là, ben comment tu changes ça? Ben premièrement, faut que tu identifies qui sont les personnes qui sont des fois à la source. Tu dis, bon, il faut que je déplace ces gens-là. Donc, il n'y a pas eu le choix de déplacer quelques personnes, mais c'est de rentrer les bonnes nouvelles personnes pour recréer un environnement psychologique sain, pour permettre l'essai et l'erreur, parce que c'était une culture où est-ce que tu n'avais plus le droit de faire une erreur. Dès que tu faisais une erreur, c'était, bon, on attend juste ça pour dire c'est toi le prochain qui est congédié. Donc, dans ce cas-là, plus personne voulait bouger, puis là, l'organisation était complètement stagnante. Puis on le voit souvent dans les organisations gouvernementales, où est-ce que on a des cultures où est-ce qu'on favorise pas trop l'erreur. Hein? Puis, donc lui... on la cache. On la cache, c'est ça. On essaie de montrer que tout est beau, même si tout est pas beau. Donc, gestion du talent, c'est fondamental pour être capable de pouvoir faire une évolution de ton index, c'est-à-dire de devenir encore
mieux. Parce que l'index, c'est un peu comme aussi une mesure pour te dire, est-ce que mon organisation est en bonne santé, puis est-ce qu'elle est bien positionnée pour survivre aux aléas de la compétition, là? Ces années-ci, c'est la COVID là, qui rend ça difficile pour certaines compagnies. Mais dans 3 ans d'ici, ben c'est d'autres choses qui vont arriver, là. Bon, on va avoir de plus en plus de tornades, de réchauffement de la planète. Donc, le changement, un peu comme en agilité, on dit le changement est inévitable. Je pense que le changement tout court, que ce soit à n'importe quel niveau, il est inévitable. On vit dans un monde en perpétuel changement. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'hier va rester ce qui était hier, mais le futur, on ne le sait pas. On parlait de friction, on parle depuis tantôt la gestion du talent, on s'est éloigné beaucoup, on est allé parler des outils, on a parlé de flow au tout début, mais il y a une chose que j'ai mentionnée en commençant la conversation, puis c'était le fait que GitHub, pour moi, c'était pas clair où est-ce que ça fitait aujourd'hui, puis pourquoi c'était intéressant. Puis, sans nécessairement parler de GitHub directement, mais juste parler du concept de ce qu'il y a en arrière. Moi, je suis un développeur, puis quand je travaillais à temps plein à écrire du code, il y a une chose qui revenait tout le temps, puis c'était tellement frustrant pour moi. C'était, OK, on a pris des packages NuGet, où j'ai téléchargé des packages de quelque part, puis là, j'ai pris une dépendance. Là, il faut plus mettre à jour les dépendances, faut plus mettre à jour les packages parce que c'est du risque pour le projet. Si je change ces affaires-là, je vais briser des contrats dans mon code, je passerai plus mes tests automatisés, j'ajoute beaucoup de temps avant ma livraison, puis dans ce temps-là, on s'entend que la vélocité, c'était un rêve pour plusieurs. Mais le fait d'arriver avec une suite d'outils qui va automatiquement mettre à jour mes dépendances, qui va construire un pull request, qui va rouler mes tests, qui va me faire un pull request automatique, j'en ai plus de raison de pas mettre à jour mes dépendances. Puis souvent, si je mets pas à jour mes dépendances puis que je passe en production, ben j'amène en production des vulnérabilités que j'aurais pu régler juste en mettant à jour mes dépendances et surtout avec le code source ouvert maintenant avec toute l'open source. Ça, c'est un gros risque pour l'entreprise parce que il faut que tu sois capable de le scanner, il faut que tu sois capable de le sécuriser. Il y a une incertitude énorme face à ça. Puis ça, c'est quelque chose qui freine, dans le fond, la vélocité d'un projet, puis qui freine la qualité aussi du projet qui va être livré en bout de ligne. Fait que d'être capable d'avoir des outils qui vont me permettre de faire la sécurité le plus tôt possible, qui va automatiser la santé, dans le fond, de mon code base, qui va me donner une certitude ou en fait un sentiment de bonheur, un sentiment que je fais la bonne chose puis que je vais livrer quelque chose de qualité, va me permettre de prendre des risques que je prenais pas avant, comme mettre à jour mes dépendances externes. Ou encore prendre des dépendances sur une autre équipe qui est pas mon équipe à moi. Puis ça, c'est des choses qui m'ont vraiment ouvert l'esprit au concept de inner source, qui est le open source à l'intérieur de mon entreprise. Puis là, Mario, tu vas me dire, ouais, mais avec les Project Collection, je l'avais déjà, ça, du inner source. Mais avec beaucoup ça prenait beaucoup de maturité. Absolument, parce qu'il fallait que j'aille accès à ce projet-là. Puis ça, dans le fond, c'est un frein à l'innovation dans l'entreprise parce que je peux pas aller puiser chez mon voisin puis construire sur quelque chose qu'ils ont fait. Puis c'est un peu ça que je vois avec où est-ce que GitHub s'en va, où est-ce qu'on s'en va avec la vélocité des développeurs, où est-ce qu'on s'en va avec les pratiques qu'on met en place. Moi, je trouve ça super constructif comme approche parce que là, on veut collaborer ensemble. Puis c'est pas juste entre développeurs, c'est les développeurs, les personnes du côté de la base de données, les gestionnaires de projets, les gestionnaires d'affaires. Puis c'est que tout le monde puisse commencer à travailler ensemble sur un but commun. Puis moi, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup pour le futur de notre domaine parce que je trouve que c'est la chose qui manquait le plus, où il y avait trop de décorum, trop de choses qui nous empêchaient de faire partie d'une équipe multidisciplinaire. Tu sais, on revient une vingtaine d'années, les fabricants de composantes, là, je pense aux compagnies comme Telerik, puis c'est ça, c'était la façon qu'on faisait de la réutilisation de code. Parce que le code le plus facile à écrire, c'est le code qu'on n'écrit pas. C'est le code qu'on peut directement acheter ou se procurer.
Puis la version moderne maintenant de réutiliser du code, c'est en prenant du code open source ou en tout cas des librairies qui sont disponibles à travers GitHub. Puis d'où pourquoi c'était très important que GitHub supporte bien toute la gestion des fameux artefacts des librairies, parce que c'est comme ça qu'on réutilise le code aujourd'hui. Puis là, ben, il y a tout l'enjeu de la sécurité, mais là, avec les outils qu'ils font, où est-ce qu'ils vont scanner le code pour être sûr qu'il n'y a pas de vulnérabilité, ben, on revient finalement à un meilleur des mondes. C'est-à-dire que oui, j'ai pas des composantes que j'achète, j'ai des composantes que j'utilise à travers GitHub. Puis, ce que ça veut juste dire, par contre, c'est les fabricants de composantes, eux autres doivent repenser leur modèle d'affaires, mais eux autres aussi sont contraints avec le fait que tout change tout le temps. Hein. Donc ça, c'est le plaisir de faire du développement logiciel. On peut pas dire qu'on peut rester avec le même modèle d'affaires pendant 50 ans. Mario, tu viens de me faire trouver le mot que je cherche depuis le début de notre conversation. Mm-hmm. Puis, la vélocité, là, elle vient du fait qu'il faut dérisquer le processus. Puis, quand que je dérisque, parce que j'applique des bonnes pratiques comme des tests automatisés, comme m'aligner avec les besoins d'affaires sans nécessairement faire du gold plating, comme on dit souvent, être capable de tester rapidement de façon sécuritaire quelque chose, que ce soit correct de faire une erreur, puis de trouver une alternative, puis d'aller puiser, dans le fond, dans la créativité collective. C'est ça qui fait en sorte qu'on va chercher beaucoup de vélocité. Puis la chose qu'on n'a pas mentionnée jusqu'à présent, c'est tout ce qui est low code, no code. Mm-hmm. Parce que souvent, les développeurs dans une entreprise vont avoir toute la charge de l'entreprise pour tout faire. On va mettre à jour de l'infrastructure quand on fait tout, on va coder le front-end, on va faire les back-end, on va faire les BD, on touche à tout. Sauf que quand que je permets aux autres membres de l'entreprise de contribuer, de faire de l'automation, de découvrir qu'ils sont capables eux-mêmes de se faire une petite application qui résout leurs problèmes à eux, de la façon qu'ils veulent le résoudre, puis tester leur approche, mais ça fait en sorte que mes développeurs, eux, peuvent vraiment se concentrer sur les choses qui sont difficiles, qui nécessitent leur expertise de génie logiciel. Ça fait en sorte que tout le monde contribue de façon organique à la transformation de l'entreprise. Puis moi, j'appelle ça la créativité collective. Puis on ne dépend pas juste d'un petit groupe de personnes. Puis c'est là qu'on voit vraiment une opportunité de dire, ben, mon entreprise, elle a changé beaucoup plus vite dans les derniers mois parce qu'on a essayé plein de choses. Il y a plein de choses qui n'ont pas marché, mais les choses qui ont marché, ils ont vraiment un impact important sur comment est-ce qu'on travaille, puis même change la façon qu'on travaille. Mm-hmm. Puis ça va m'amener à ce qu'on parlait au début de l'émission. Toi, là, ce fameux index-là, dans quelle mesure tu trouves que ça peut être utile pour ton travail chez Microsoft ou dans ta relation avec tes clients? Ben, pour moi, ce que je vois là-dedans, c'est que ça me permet d'avoir un focus avec mes clients pour dire, ben, si on a vraiment un défi d'un point de vue outil, ben, c'est ces conversations-là qu'on peut avoir, puis après ça, aller chercher le soutien. Mais si tu as déjà tous les outils, ben, au moins, on va savoir où aller creuser un petit peu dans l'entreprise ou dans les choses qu'on doit améliorer. Puis comme je disais tantôt, c'est souvent tout ce processus-là, c'est une boîte noire. Fait que si on est capable d'amener de la lumière puis démontrer où est-ce qu'on est vraiment bon puis où est-ce qu'on a besoin de mettre un petit peu plus d'effort, notre opportunité d'accélérer le temps nécessaire pour déployer une nouvelle fonctionnalité ou aller réaliser un nouveau test puis qu'on est capable de le réduire au maximum, là, ben c'est là que tout le monde est gagnant. Parce que si ça me prend 1 an à aller livrer quelque chose sur le marché, ben on s'entend qu'aujourd'hui, tout change à tous les jours. C'est sûr que je ne livrerai pas la bonne chose dans 1 an. Est-ce que ça veut dire que une des premières choses que tu vas voir faire avec tes clients, c'est leur faire passer la fameuse évaluation que Microsoft a mis en ligne là, pour évaluer justement l'index? C'est comme une façon, à travers des questions, de dire, ben voici, tu as un index, ou en tout cas, voici où est-ce qu'il y aurait place amélioration selon ton index, pour avoir ces bonnes discussions-là? Je pense que c'est la façon la plus simple de commencer à avoir la conversation.
Ce que je vois aussi, c'est faire un gros travail de value stream qui est aussi possible, vraiment de regarder d'un bout à l'autre de façon objective chaque place où on perd du temps dans nos processus d'affaires et de construction logicielle. Mais oui, c'est vraiment ce petit outil-là où est-ce qu'on répond à des questions rapidement. Je pense que c'est l'endroit où on peut commencer une conversation qui est objective. Parce que souvent, il y a de l'émotion là-dedans. Hein. J'ai mis beaucoup d'énergie pour construire l'univers dans lequel je vis. Oui, c'est pas parfait, mais je l'aime. Puis c'est difficile de dire des choses mauvaises à propos de cet univers-là. Fait que si au moins j'ai des questions puis j'ai des indicateurs, mais là on est capable de l'approcher d'une façon constructive, puis peut-être même de voir, pour le moins d'efforts, c'est où je vais aller avoir le plus gros gain, où est-ce que je vais aller changer ma culture, où est-ce que je vais aller changer, dans le fond, la destination de l'aventure. Mm-hmm. Ben nous, on a sûrement des auditeurs qui sont curieux. On va mettre le lien aussi sur la page web pour passer la fameuse évaluation, parce que c'est quelque chose qui prend une trentaine de minutes. Puis ce qu'ils nous disent ici, moi je l'ai pas fait encore, mais on nous dit que après avoir fourni quelques informations démographiques sur ta compagnie, le rapport va te mesurer ta compagnie par rapport à ton secteur, puis il va te donner les prochaines étapes où tu devrais améliorer la progression de ton organisation pour augmenter. Les autres, ils disent pour arriver à faire une transformation digitale. Donc, c'est sûr que c'est probablement plus large que juste le travail d'un développeur, mais nos auditeurs sont principalement des développeurs, mais il y en a sûrement qui vont être curieux, puis on vous invite à aller faire le petit test, puis allez voir qu'est-ce que c'est que cet index-là, dans quelle mesure ça peut vous aider à mieux comprendre où est-ce que seraient vos pistes d'amélioration dans votre organisation. Guy? Oui. Toujours. Guy, c'est le co-animateur qui a la meilleure écoute. Vraiment, il nous écoute. Il vient juste au moment opportun poser. Là, cette fois-ci, tu peux pas poser ta question typique qui est bon là dans la vraie vie. Là, concrètement, comment j'utiliserais ça? Donc, concrètement, c'est venir faire le test comme je viens de dire. Concrètement, c'est de faire le test, puis ensuite faut que ça vienne du top management, hein, ces changements-là, puis c'est des changements structurels importants au niveau d'entreprise. Puis regarde, on est à une époque là présentement avec la pandémie là qui fait en sorte que c'est pour certaines entreprises, s'ils font pas ça, ils passeront pas au travers. Point. Non, tout à fait. Tu as raison. Mais Alexandre, on te remercie. Nous avons fait découvrir ce nouvel indicateur. Ouais. Puis, merci beaucoup. Ça mène une conversation qui est différente, où est-ce qu'au lieu de parler d'un outil en profondeur puis d'être très technique, là, on était beaucoup plus généraliste, beaucoup plus dans des considérations un peu plus philosophiques, entre guillemets. Il y a certains de nos auditeurs qui sont sûrs qui vont avoir haï ça en disant du blabla. Puis je suis certain qu'il y a d'autres auditeurs qui vont dire oh, yes, on va parler de choses à un niveau plus élevé, en tout cas à un niveau plus stratégique. Donc, espérons que ça n'aura pas déplu à trop de monde. On touche à toutes sortes de sujets au Visual Studio Talk Show, plus techniques, et puis des sujets comme ça qui sont un petit peu plus gouvernance, ouais. Puis parce que l'un ne va pas sans l'autre. Puis je dirais que la gouvernance, maintenant, tu l'as dit, Alexandre, combien il y a de services maintenant disponibles sur Azure? Trop, certaines mauvaises langues diront, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on en perd son latin, on ne sait plus qu'est-ce qui fait quoi. Mais pour réussir à en venir à bout, ça prend un peu de gouvernance, puis être capable de pouvoir savoir, connaître ses priorités. Quand tu connais tes priorités, tu sais ce qui est important pour toi. Donc, ça part de là. Absolument. C'est le plus gros défi, savoir qu'est-ce qu'on veut réellement accomplir. Effectivement. Ben nous, je suis persuadé que nos amis auditeurs, eux, ce qu'ils veulent accomplir dans les prochains mois, c'est écrire du code. Donc, on va vous souhaiter bonne programmation. On va vous revoir le mois prochain. Donc, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.